12 septembre 1683, 5 heures de l'après-midi. 18 000 cavaliers dévalent les hauteurs du Kahlenberg, aux abords de Vienne. Ils forment une lance, 5 mètres et demi de pique vers l'avant. En 1 heure, ils pulvérisent une armée ottomane de 140 000 hommes. C'est la plus grande charge de cavalerie de l'histoire. Et elle met fin à 3 siècles d'expansion ottomane en Europe en un seul coup brutal. Car cette charge n'était pas un coup de chance. C'était de la physique, de la métallurgie et une erreur catastrophique des Ottomans. Au cours des 20 prochaines minutes, vous découvrirez pourquoi le grand vizir Kara Mustafa Pacha a laissé son arrière-garde sans défense. Vous rencontrerez les hussards et les Polonais, dont les lances étaient conçues pour se briser à l'impact. Vous verrez comment une pente de 15 degrés et un sol sec ont transformé 18 000 chevaux en une arme cinétique. Et vous comprendrez pourquoi cette bataille, pas un grand traité ou un lent déclin, marque le moment exact où l'Empire ottoman a cessé de s'étendre. A commencer par 2 mois plus tôt, lorsque 140 000 soldats ottomans sont arrivés aux portes de Vienne. Si vous appréciez l'histoire militaire, avec des sources primaires et des chiffres précis, abonnez-vous. Commentez de quel pays vous regardez. Maintenant, place au siège. 14 juillet 1683. L'armée ottomane atteint Vienne. Pas une troupe de raid, pas une force de reconnaissance. La pleine machine de guerre impériale. Le grand vizir Kara Mustafa Pacha commande. 140 à 150 000 hommes, 15 000 janissaires, l'infanterie d'élite de soldats esclaves, 40 000 cavaliers sipahis, 300 pièces d'artillerie. Le reste, ingénieurs, mineurs, logistique, suiveurs de camp. L'Empire ottoman pousse en Europe depuis 3 siècles. Constantinople est tombée en 1453. La Hongrie est devenue un État vassal. Maintenant, Vienne, la capitale du Saint-Empire romain germanique. Si Vienne tombe, la route vers l'Allemagne est ouverte. À l'intérieur des murs, 11 000 soldats, 5 000 miliciens citoyens. Commandant, Ernst Rüdiger von Starhemberg. Général autrichien de 70 ans. La ville dispose de défenses modernes en étoile, de solides bastions de pierre. Mais la pierre n'arrête pas ce qui arrive. Les Ottomans ne bombardent pas seulement les murs, ils creusent en dessous. Exploitation minière de sièges, tunnels souterrains renforcés de bois, chambres à poudre placées sous les bastions, détonation. Le mur s'effondre par le dessous. En 1683, les ingénieurs ottomans sont les meilleurs au monde en la matière. Ils l'ont perfectionné pendant 2 siècles. Les défenseurs viennois utilisent des tambours d'écoute, des tambours avec des poids secs sur la peau. Posez-les au sol. Si les poids vibrent, il y a des travaux en cours en dessous. Ensuite, vous contreminez, creusez votre propre tunnel. Essayez de pénétrer dans le leur avant qu'il ne fasse sauter la charge. C'est la guerre en 3 dimensions. Au-dessus du sol, tir de canon. En dessous, course d'excavation silencieuse. Le siège dure 60 jours, du 14 juillet au 12 septembre. Le 4 septembre, les Ottomans font détonner une charge massive sous le Ravelin du bourg, l'une des positions défensives clés. Brèche de 12 mètres. Le bastion de Lebel est le suivant. Von Starhemberg dispose de 11 000 hommes au début. Au 12 septembre, moins de 5 000 sont efficaces au combat. Famine, maladie, bombardement constant. La ville est à quelques jours de l'effondrement. Mais le 31 mars 1683, 3 mois et demi avant le début du siège, l'empereur du Saint-Empire romain germanique Léopold Ier a signé un traité, le traité de Varsovie, avec le roi Jean III Sobieski de Pologne-Lituanie. Pacte de défense mutuelle. Si Vienne ou Cracovie est assiégée, l'autre monarque mène une force de secours, en personne. Le pape innocent. 11e fournit 1 500 000 florins d'or pour financer la mobilisation polonaise. Ce n'est pas une suggestion. C'est une alliance militaire contraignante avec l'argent papal derrière. 15 août 1683. Sobieski quitte Cracovie. 37 000 soldats polonais. Il ne vient pas seul. La Sainte Ligue, une coalition d'États chrétiens, se rassemble. 28 000 Autrichiens sous Charles de Lorraine, 11 000 Bavarois, 9 000 Saxons. Total, 81 000 hommes. Ils marchent en colonnes séparées. Point de rendez-vous. Tulln, sur le Danube, à 30 km de Vienne. L'armée polonaise parcourt 350 km en 15 jours. C'est-à-dire 23 km par jour avec un train de bagages complet et de l'artillerie. Logistiquement, c'est un miracle. 7 septembre 1683. Les colonnes se réunissent à Tulln. Sobieski prend le commandement général, pas parce qu'il est l'empereur du Saint-Empire romain germanique, il ne l'est pas, parce qu'il est le commandant le plus expérimenté présent. Il combat les Ottomans depuis 20 ans. Bataille de Khotyn, 1673, bataille de Lwów, 1675. Il connaît leurs tactiques, leurs faiblesses, et il sait exactement ce qui va se passer. Voici l'erreur ottomane.
celle qui leur coûte la bataille, le siège et la guerre. Kara Mustafa ne construit pas de ligne de circonvallation. En guerre de siège, vous construisez 2 lignes défensives. Contrevallation, mur tourné vers l'intérieur, vers la ville que vous assiégez. Circonvallation, mur tourné vers l'extérieur, protégeant votre camp de siège d'une armée de secours. Les Ottomans construisent la contrevallation. Tranchées, ouvrage de terre, position de canon, tout tourné vers Vienne, mais l'arrière, ouvert. Mustapha sait qu'une armée de secours arrive. Il a des éclaireurs, il a des renseignements, mais il croit à 3 choses. Premièrement, le terrain est impraticable. Les hauteurs du Kahlenberg sont escarpées, boisées, accidentées. Personne n'amène de cavalerie lourde par là. Deuxièmement, même s'ils le font, ces 140 000 hommes surpassent en nombre la force de secours. Troisièmement, le siège est presque terminé. Vienne tombera dans quelques jours. Pourquoi détourner du travail et du bois pour des défenses arrières alors que la ville est sur le point de s'effondrer? Ces 3 hypothèses sont fausses. 11 septembre 1683. Soir. La Sainte Ligue occupe les hauteurs du Kahlenberg, 484 mètres d'altitude. Elle surplombe tout le camp ottoman. Mustapha réalise son erreur. Trop tard. Il retire certaines forces des tranchées de siège, mais les janissaires, sa meilleure infanterie, restent dans les tranchées avant, toujours en train de bombarder Vienne, toujours en train de préparer l'assaut final. Ils pensent pouvoir terminer le siège et combattre l'armée de secours simultanément. Ils se trompent. 12 septembre 1683, 4 heures du matin. La bataille commence, pas avec la cavalerie, avec l'infanterie. Des troupes allemandes et autrichiennes descendent les pentes, escarmouchent à travers les vignobles sur le Kahlenberg inférieur. C'est lent, brutal. Les Ottomans tiennent. Pendant des heures, c'est le grind, la partie qui ne figure pas dans les peintures. Des hommes combattant sur un terrain accidenté. Tirs de mousquet, coups de pique. Avancées progressives mesurées en mètres, mais Sobieski n'engage pas encore sa cavalerie. Il attend. Pourquoi faire? Pour que l'infanterie repousse suffisamment les Ottomans pour créer un champ dégagé, pour que le soleil bouge, pour que le terrain soit propice. Car ce qu'il s'apprête à faire n'a jamais été fait à cette échelle. 18 000 cavaliers, tous en même temps, en une seule formation en coin. Les Polonais appellent cela un ufiek, coin d'escadron. Ce n'est pas une ligne, c'est un triangle. Cavalerie lourde à la pointe, cavalerie plus légère sur les flancs. La physique est simple, concentrer une force maximale sur un seul point, percer. Ensuite, les flancs s'effondrent vers l'intérieur. C'est une pointe de lance. Mais la lance, ce sont 18 000 chevaux se déplaçant à 30 km/h sur une pente de 15 degrés. 5 heures de l'après-midi. Sobieski donne le signal, la charge commence. À l'avant, 3000 hussards et les Polonais, la cavalerie la plus lourde d'Europe. Parlons de ce qu'est réellement un hussard, car le mythe et la réalité sont tous 2 extrêmes. Commençons par le cheval. Un cheval de guerre de hussard porte 100 à 120 kg. Cavalier, armure, selle, armes, ce ne sont pas les plus grands chevaux de guerre, ce sont les destriers d'Europe occidentale. Mais ils sont élevés pour l'endurance et la vitesse. Le cavalier porte 20 à 30 kg d'armure, pas une armure complète. Ça, c'est un chevalier d'Europe occidentale. L'armure de hussard est segmentée, cuirasse, dossard, protège-bras et cuisses, 2 à 3 mm et demi d'épaisseur. Une étude métallurgique de 2023 de l'université AGH de Cracovie a découvert quelque chose d'étrange. L'armure polonaise de cette période utilisait un procédé de trempe superficielle. Charbon d'os, cela rend la couche extérieure extrêmement dure, tout en gardant la couche intérieure souple. Résultat, l'armure ne se brise pas lorsqu'elle est touchée. Elle dévie. Une balle de mousquet en plomb de calibre 0.60 tirée à 20 mètres. La cuirasse l'arrête. Maintenant, la lance. La copia. C'est l'arme qui définit la charge. 5 mètres et demi de long, 18 pieds, faite de trembles ou de sapins, mais pas pleine, creusée, poids 2 kg et demi. Pourquoi creuse-t-on? Parce qu'une lance pleine aussi longue serait trop lourde à contrôler à grande vitesse. Mais une lance creuse se briserait à l'impact. Alors les hussards la renforcent. Enroulement de soie. Col. Le résultat, une lance suffisamment légère pour viser, mais suffisamment solide pour percer l'armure matelassée ottomane, les oupans, dès le premier coup. Ensuite, elle se brise, intentionnellement. Si la lance ne se casse pas, le recul désarçonne le cavalier. C'est donc une arme à usage unique. Après que la lance se soit brisée, le hussard dégaine son carabella, un sabre courbé, 0,8 kg. Pommeau en tête d'oiseau, optimisé pour les coupes en tirant depuis le cheval. On ne pique pas. On tranche, la courbe fait le travail. Et les ailes, les célèbres ailes,
cadres en bois fixés à l'arrière de la selle, ailes d'aigle ou de vautour. Elles bruissent lorsque le cheval bouge. Pourquoi ? 3 théories. Premièrement, guerre psychologique. Le son est déconcertant. 18 000 chevaux avec des ailes bruissantes descendant une pente ressemblent à un orage. Deuxièmement, défense contre les lasso. Les auxiliaires tatars de l'armée ottomane utilisent des lassos pour tirer les cavaliers de leurs chevaux. Les ailes rendent cela plus difficile. Troisièmement, identification. Dans le chaos d'une mêlée de cavalerie, il faut savoir qui est de votre côté. Les ailes sont visibles de loin. Les 3 sont probablement vraies. Mais voici ce que nous savons avec certitude d'une mise à jour de 2024 du musée de l'armée polonaise. Les ailes ne sont pas des stabilisateurs aérodynamiques. Elles n'aident pas le cheval à courir plus vite. Elles ne sont pas magiques. Elles sont pratiques et psychologiques. 18 000 cavaliers. Des vallants. Les Ottomans les voient arriver. Bien sûr qu'ils les voient. On ne peut pas cacher 18 000 chevaux. Mais voir et arrêter sont 2 choses différentes. Les sipahis, cavalerie ottomane, sont bons. Parmi la meilleure cavalerie légère du monde. Mais ils ne sont pas positionnés pour cela. Ils sont dispersés, gardant le train de bagages, écumanant les flancs. Ils ne sont pas formés en formation de contre-charge. Et les janissaires, toujours dans les tranchées, face à Vienne. Kara Mustafa leur ordonne de faire demi-tour. Trop tard. Le coin frappe. Voici ce qui se passe lorsque 3000 cavaliers lourds se déplaçant à 30 km/h frappent une ligne défensive. Les lances frappent en premier, 5,5 mètres de portée. Les piques ottomanes font 3 mètres. Mousquet ? Vous avez un coup. Peut-être. Ensuite, les hussards sont sur vous. Les lances se brisent. Les hommes tombent. Les chevaux piétinent. Ensuite, les sabres sortent. Le coin ne s'arrête pas. Il pousse, plus profondément. Les flancs, 15 000 cavaliers polonais et allemands plus légers, s'effondrent vers l'intérieur. La ligne ottomane ne plie pas. Elle se brise. Siladar Findiklili Mehmed Aga, un historien de cour ottoman écrivant dans le Siladar Tarihi, le décrit comme un bozgun, panique, une défaillance en cascade, pas seulement tactique, psychologique. Les sipahis voient que les janissaires ne viennent pas aider. Les janissaires voient que le camp est envahi. Tout le monde court. À 6 heures de l'après-midi, 1 heure après le début de la charge, le camp ottoman est en pleine déroute. Kara Mustafa s'enfuit. Il abandonne tout. Sa tente, l'étendard sacré du prophète Mahomet, 300 pièces d'artillerie, des milliers de chameaux et de chevaux. La Sainte Ligue capture tout. Le roi Jean III Sobieski écrit à sa femme, la reine Marysienka, le lendemain matin, 13 septembre 1683. Citation : « Dieu et notre Seigneur ont donné à notre nation une victoire telle que les âges passés n'en ont jamais vue. » Il n'exagère pas. Les Ottomans perdent 15 à 20 000 hommes. Tués ou capturés, la Sainte Ligue perd 4 500 hommes. Ce n'était même pas comparable. Maintenant, exécutez cette adaptation parfaitement. Mais voici la partie la plus étrange que la charge elle-même. Le mystère que les historiens modernes déballent encore. Quand les hussards atteignirent le centre du camp ottoman, la tente du grand vizir, elle était déjà abandonnée. Pas seulement Mustapha. Tout le monde. Les tentes étaient pleines. La nourriture cuisait encore. Des armes gisaient au sol. Une excavation de charnier de 2024 près de Schafberg a trouvé des restes de sipahis ottomans. Analyse médico-légale. Un pourcentage élevé de blessures au crâne par coup descendant. Frappe de cimeterre à cheval. Mais la position de la tombe suggère que ces hommes sont morts en fuyant, pas en combattant. La charge n'a pas seulement brisé la ligne ottomane, elle a brisé leur volonté. L'impact psychologique de 18 000 chevaux se déplaçant à l'unisson fut si extrême que l'armée se désintégra avant même que le contact physique ne soit complet. Le 25 décembre 1683, 3 mois et demi plus tard, Belgrade, Kara Mustafa Pacha est exécuté. Corde de soie, étranglement. La méthode ottomane traditionnelle pour les hauts fonctionnaires. L'accusation est incompétence. Il a perdu le siège, il a perdu l'armée, il a perdu l'étendard sacré. Le sultan Mehmed IV ne peut pas laisser cela passer. Mais l'exécution n'est pas seulement une question de Mustapha, c'est une question de ce que représente Vienne. Pendant 3 siècles, l'Empire ottoman s'est étendu. Chaque génération, plus loin en Europe. Vienne devait être l'apogée, la poussée finale. Au lieu de cela, c'est le point culminant. Après 1683, les Ottomans ne menacent plus sérieusement l'Europe centrale. La Grande Guerre turque se poursuit jusqu'en 1699. Traité de Karlowitz, les Ottomans perdent la Hongrie, la Transylvanie, des parties des Balkans. L'Empire ne s'effondre pas, mais il cesse de croître. Et le déclin, lent puis plus rapide, commence ici, sur une pente à l'extérieur de Vienne, avec 18 000 chevaux et une formation en coin qui a duré 1 heure.
Alors pourquoi cela a-t-il fonctionné? 3 facteurs. Premièrement, le terrain. Une reconstruction Siege de 2024 de l'université de Salzbourg a confirmé quelque chose de crucial. La pente du Kahlenberg est de 15 degrés, assez raide pour accélérer la cavalerie lourde, pas si raide qu'ils perdent le contrôle. Et le 12 septembre 1683, il faisait sec. S'il avait plu, le sol du bassin du Danube se transforme en boue. Les chevaux s'embourbent, la charge échoue, la météo a compté. Deuxièmement, la métallurgie. Cette armure sémentée a permis aux hussards de survivre aux premières volées de mousquets. Sans elle, ils subissent des pertes lors de la descente. Le coin se brise avant le contact. Troisièmement, l'erreur ottomane. Pas de circonvallation. Si Mustapha avait construit des défenses arrière, même des terrassements basiques, la charge aurait rencontré une ligne préparée. Cela aurait peut-être quand même fonctionné, mais ce n'aurait pas été une déroute. Et voici la dernière pièce. Un scan LIDAR de 2025 de la descente du Kahlenberg a trouvé quelque chose que personne n'attendait. Des vestiges de tranchées cachées. Des positions défensives ottomanes qui ont été creusées mais jamais terminées. Mustapha a bien commencé à construire des défenses arrière, puis s'est arrêté. Pourquoi? Nous ne savons pas. Peut-être pensait-il avoir plus de temps? Peut-être a-t-il redirigé la main-d'œuvre vers les mines de siège? Mais ces tranchées inachevées vous disent tout. Il connaissait le danger. Il a commencé à se préparer. Et puis il ne l'a pas fait. Ce n'est pas de la malchance. C'est une défaillance de commandement. Et cela lui a coûté son armée, sa vie et l'avenir de son empire. La charge à Vienne n'était pas seulement une bataille, c'était une charnière. Avant, l'expansion ottomane. Après, le repli ottoman. Et la charnière a tourné en 1 heure, sur une pente, avec 18 000 cavaliers se déplaçant comme une seule arme. Mais le coin n'était pas le seul facteur. Le siège, l'alliance, le financement, les erreurs, tout cela a dû s'aligner. Et cela s'est produit. Une fois, au bon moment. Maintenant, approfondissons le siège lui-même. Car avant que la charge ne puisse briser les Ottomans, Vienne a dû survivre assez longtemps pour que l'armée de secours arrive. Et cette survie dépendait de mètres de pierre, de kilogrammes de poudre à canon, et d'un général de 70 ans qui a refusé de se rendre. Ernst Rüdiger von Starhemberg, 70 ans, commandant de la garnison de Vienne. 11 000 soldats au début, 5 000 miliciens citoyens. 16 000 défenseurs au total contre 140 000 Ottomans. Les chiffres ne correspondent pas. Mais Starhemberg n'essaie pas de gagner, il essaie de survivre. Assez longtemps pour que l'armée de secours arrive. Et la survie à Vienne dépend d'une technologie. Le fort en étoile. Les murs de Vienne ne sont pas médiévaux, ils sont modernes. Reconstruits entre 1620 et 1650. Bastion en étoile, mur incliné, profil bas. Pourquoi? Parce que la poudre à canon a tout changé. Un haut mur médiéval, cible facile, boulet de canon frappe des surfaces planes, transfert d'énergie maximale. Le mur s'effondre, mais un fort en étoile est différent. Les murs sont épais. 4 à 6 mètres de terre et de pierre. Inclinés à 45 degrés, les boulets de canon frappent en angle. Ils dévient, ou ils s'enfouissent dans la terre sans pénétrer. Et la forme en étoile? Pas d'angle mort. Chaque mur est couvert par le feu croisé de 2 bastions adjacents. Un assaillant ne peut pas s'approcher sans être abattu sous plusieurs angles. C'est la géométrie comme défense. Et en 1683, Vienne compte 11 bastions majeurs. Burg, Lebel, Mölker, Schottentor, chacun une forteresse miniature, chacun conçu pour encaisser les coups. Mais les Ottomans ne tirent pas seulement sur les murs, ils creusent en dessous. Minage de siège. C'est là que se déroule la vraie bataille, pas à la surface, en dessous. Les ingénieurs ottomans sont les meilleurs du monde dans ce domaine. Ils perfectionnent la technique depuis 2 siècles. Le processus est méthodique. Premièrement, creusez une tranchée en avant de vos lignes de siège. Motif en zigzag. Protège les creuseurs du feu défensif. Quand vous êtes assez près du mur, 50 à 100 mètres, vous passez sous terre. Creusez un tunnel. Renforcez-le avec du bois au fur et à mesure. Le tunnel s'angle vers les fondations du bastion cible. Quand vous êtes directement en dessous, vous excaviez une chambre. Remplissez-la de poudre à canon, des barils et des barils. Ensuite, vous allumez la mèche et vous courez. L'explosion effondre le tunnel. L'onde de choc se propage vers le haut, et le bastion au-dessus tombe dans le cratère, brèche de 12 mètres, point d'entrée instantané. Les Viennois savent que cela arrive. Ils ont une défense. Le contre-minage. Creusez leur propre tunnel. Essayez d'intercepter les tunnels ottomans avant qu'ils n'atteignent leur mur. Si vous pénétrez dans leur tunnel en premier, vous pouvez vous battre souterrainement. Ou le noyer. Ou le faire sauter avant qu'ils aient fini. Mais comment savoir où creuser? Vous ne pouvez pas voir sous terre. Alors les défenseurs utilisent des tambours d'écoute. Prenez un tambour. Tendez la peau, saupoudrez des pois secs sur la surface, placez-le au sol dans le sous-sol du bastion. S'il y a des travaux de creusement à proximité,
Les vibrations se propagent à travers la Terre. Les poids rebondissent. La direction dans laquelle ils rebondissent vous indique où creuser en contre-minage. C'est de la basse technologie. Mais ça marche. Vienne a des équipes qui font cela 24 heures sur 24. Écoutant, creusant, faisant la course contre des ingénieurs ottomans qu'ils ne peuvent pas voir. Fin août, les Ottomans ont creusé des dizaines de mines. Les équipes de contre-minage viennoises en interceptent certaines. Bataille souterraine. Feux de mousquets dans des tunnels de 2 mètres de haut. Combats rapprochés dans le noir. Mais ils ne peuvent pas toutes les arrêter. Le 4 septembre, 1683. Les Ottomans font détonner une charge massive sous le Ravelin du bourg. Le Ravelin est une structure défensive extérieure, une fortification triangulaire devant le mur principal. Il est conçu pour absorber la première attaque. Et il le fait. L'explosion crée une brèche de 12 mètres. Des décombres remplissent le cratère. L'infanterie ottomane charge. Les Viennois tiennent, de justesse. Ils construisent une barricade intérieure. Pieux en bois, sacs de sable, n'importe quoi. Les Ottomans prennent le Ravelin, mais ils ne peuvent pas traverser jusqu'au mur principal. Pas encore. Le 8 septembre, le bastion Lebel. Une autre mine. Une autre détonation. Cette fois, les Ottomans font sauter un trou dans le mur principal lui-même. Pas seulement les défenses extérieures, le mur. Starhemberg ramène tous les soldats disponibles à la brèche. Ils se battent dans les décombres, piques, épées, mousquets à bout portant. Les Ottomans poussent, les Viennois repoussent. Pendant 6 heures, la brèche tient, mais les défenseurs sont épuisés. Starhemberg écrit dans son journal « Nous n'avons pas plus de 4000 hommes aptes au service. Le reste est mort, blessé ou trop malade pour se tenir debout. Si les Turcs attaquent à nouveau demain, je ne sais pas si nous pourrons tenir. » Mais les Ottomans n'attaquent pas le lendemain. Pourquoi ? Parce que Kara Mustafa prend une décision. Il garde ses janissaires, son meilleure infanterie, dans les tranchées de siège, toujours en train de miner, toujours en train de préparer une dernière offensive écrasante. Il ne les engage pas dans les brèches. Il veut que Vienne tombe en une seule poussée coordonnée, pas un combat de rue acharné. Il pense avoir le temps. L'armée de secours est encore à plusieurs jours. Du moins, il le croit. Le 11 septembre. Soir. Des éclaireurs rapportent à Mustafa. La Sainte Ligue est sur les hauteurs du Kahlenberg, dominant le camp. Il réalise son erreur, mais il ne se retire pas du siège. Il n'abandonne pas les tranchées et ne forme pas une ligne défensive. Il essaie de faire les deux, terminer le siège et combattre l'armée de secours, simultanément. Et cette concentration divisée lui coûte tout. À l'intérieur de Vienne, Starhemberg ne sait pas que l'armée de secours est à un jour de distance. Il voit l'artillerie ottomane toujours en train de tirer, les mines toujours en train de détonner. Il suppose que le siège continuera. Il écrit une dernière lettre à l'empereur Léopold. Le 11 septembre 1683. Citation « J'ai fait tout ce que le devoir et l'honneur exigent. Si aucun secours n'arrive demain, la ville tombera. Je demande seulement que l'histoire se souvienne que nous avons tenu aussi longtemps que humainement possible. » Il scelle la lettre, l'envoie avec un messager qui se faufile à travers les lignes ottomanes à la faveur de la nuit. Puis il attend. 4000 troupes efficaces au combat. 11 bastions à défendre. Et aucune idée que 18 000 cavaliers vont descendre des hauteurs derrière le camp ottoman. Le siège de Vienne est une étude d'endurance. Pas de charge héroïque, pas de tactique brillante, juste tenir. Un jour de plus, 1 heure de plus. La conception du fort en étoile gagne du temps. Le contre-minage gagne du temps. Le refus de Starhemberg de se rendre gagne du temps. Et le temps est la seule chose qui compte. Car si Vienne tombe le 11 septembre, l'armée de secours arrive trop tard. Les Ottomans se consolident, se fortifient. La bataille devient un siège inversé. Mais Vienne tient, de justesse. Et cette marge étroite, 4000 hommes défendant des brèches remplies de décombres, c'est ce qui rend la charge possible. Les Ottomans sont épuisés, surétirés, concentrés sur les murs devant eux, pas sur les hauteurs derrière eux, et quand le coin de Sobieski frappe, ils ne sont pas prêts, parce qu'ils ont passé 60 jours à essayer de briser la pierre, et ont oublié de surveiller leurs arrières, parce qu'ils ont passé 60 jours à essayer de briser la pierre et ont oublié de surveiller leurs arrières. Mais si Mustafa avait surveillé ses arrières, si ces tranchées inachevées avaient été terminées, la charge se serait quand même produite. 18 000 cavaliers seraient descendus, mais ils auraient rencontré une ligne défensive préparée. Des terrassements, de l'artillerie positionnée, de l'infanterie en formation. Le coin aurait-il percé ? Peut-être. Peut-être pas. Et c'est la question qui hante les historiens militaires. Quelle part de Vienne était tactique ? Quelle part était de la chance ? Quelle part était l'erreur de calcul catastrophique d'un homme ? Faisons le contrefactuel, parce que ce n'est pas de la spéculation, c'est de l'analyse médico-légale.
Ce scan lidar de 2025 n'a pas seulement trouvé des tranchées inachevées, il a trouvé la disposition exacte que Mustapha avait commencé à construire. Des positions défensives tous les 50 mètres sur un arc de 2 km. Des angles de tir calculés pour l'enfilade, un feu croisé qui aurait pris la cavalerie dans des champs de tir superposés. Des emplacements d'artillerie avec des lignes de visée claires sur la pente du Kahlenberg. La conception est un modèle. L'ingénierie militaire ottomane à son meilleur. Et elle était achevée à 60% lorsque la construction s'est arrêtée. 60%. Pas abandonnée au stade de la planification. Partiellement construite. Puis la main-d'œuvre a été retirée. Redirigée vers les mines de siège sous les murs de Vienne. Pourquoi ? Une étude de 2023 du docteur Lothar Hubelt de l'Université de Vienne a analysé les registres logistiques ottomans saisis après la bataille. Les registres font état d'une crise de ressources. Fin août 1683, l'armée ottomane manquait de bois de chauffage. Pas à court, manquait. Chaque arbre, à moins de 5 km du camp, avait été coupé. Pour les tranchées de siège, pour les étais de mine, pour les feux de cuisine, pour les tours de siège qui n'ont jamais été achevés. Le bois de chauffage a dû être transporté de plus loin, 10 km, 15. Le taux d'approvisionnement a chuté, et Mustapha a fait un choix, prioriser le siège. La ville était à quelques jours de tomber. L'armée de secours était, croyait-il, encore à 1 semaine. Il pouvait prendre Vienne, puis se retourner et affronter la Sainte Ligue depuis l'intérieur de murs fortifiés. Une position défendable, il a parié, et le pari a échoué. Parce que Sobieski s'est déplacé plus vite que ce que les renseignements ottomans avaient prédit. L'armée polonaise a parcouru 350 km en 15 jours. Ce n'est pas normal. C'est une marche forcée, un rythme brutal, chevaux et hommes poussés à la limite. Et cela a permis de gagner 1 jour supplémentaire. 1 jour. La différence entre attaquer un camp ouvert et attaquer une position fortifiée. Voici le calcul. Si Sobieski arrive le 13 septembre au lieu du 12 septembre, Vienne tombe le matin du 13. Les Ottomans ont percé le bastion de Lebel, le bastion du Bourg. Les défenses intérieures s'effondrent. Starhemberg a 4000 hommes restants. Les janissaires, 15 000 hommes, lancent un assaut coordonné à l'aube. Ils se déversent par les brèches. Combat de rue. La garnison ne peut pas tenir. À midi, la ville se rend. Mustapha consolide, ramène ses forces des tranchées, occupe les défenses de la forteresse de Vienne. Maintenant, la Sainte Ligue doit assiéger une ville fortifiée tenue par 140 000 Ottomans. Le siège s'inverse et la guerre change. Peut-être que la Sainte Ligue gagne finalement. Mais pas en 1 heure, pas avec une seule charge. La bataille devient une campagne acharnée de plusieurs mois. Et l'impact psychologique, le choc qui a brisé le moral ottoman, ne se produit jamais, parce que la charge n'a jamais lieu. Un jour, c'est la marge, mais Sobieski n'est pas arrivé le 13. Il est arrivé le 12. Et cela nous amène à la 2e contrefactualité. Et s'il avait plu ? Le 12 septembre 1683, il faisait sec, ciel clair, sol ferme. Le sol du bassin du Danube, normalement de l'argile molle, était cuit par un été sec. L'étude Siget de l'Université de Salzbourg de 2024 n'a pas seulement cartographié le terrain. Elle a analysé la composition du sol et les archives météorologiques historiques. Août et début septembre 1683 ont été inhabituellement secs. Pluviométrie inférieure à la moyenne. Le sol était aussi ferme que possible dans cette région, ce qui signifie que les chevaux ne se sont pas embourbés. 18 000 cavaliers se déplaçant à 30 km par heure sur une pente de 15 degrés. L'énergie cinétique se transfère dans la charge, pas dans la boue. Mais s'il avait plu la nuit précédente, juste un orage d'automne normal, le sol se transformerait en boue. Le bassin du Danube est argileux, forte rétention d'eau. Une étude de 2022 sur les conditions des champs de bataille napoléoniens a révélé qu'un sol similaire dans la même région réduisait la vitesse de la cavalerie de 40 à 60% après la pluie. 40 à 60%. Cela transforme une charge de 30 km par heure en un bourbier de 15 km par heure. La formation en coin se désagrège. Les chevaux perdent pied. Les lances frappent à plus faible vitesse. La force d'impact diminue. Les Ottomans ont le temps de se repositionner, de se former, de contre-attaquer. La Sainte Ligue gagne-t-elle toujours ? Probablement. Ils ont l'avantage numérique une fois que les 81 000 hommes sont engagés. Mais ce n'est pas une déroute. C'est une bataille conventionnelle, d'une durée de plusieurs heures. Des milliers de victimes supplémentaires. Et l'effondrement psychologique, le Bozgun, que Siladar, Findiklili, Mehmed Aga a décrit, ne se produit pas. Parce que le choc n'est pas là. La terreur de 18 000 chevaux se déplaçant comme une masse imparable, disparue, remplacée par une mêlée de cavalerie boueuse et acharnée, la météo comptait, le timing comptait.
L'allocation des ressources de Mustapha comptait. Et voici la partie qui met mal à l'aise les historiens. Aucun de ces facteurs n'était contrôlable. Sobieski ne pouvait pas faire manquer de bois aux Ottomans. Il ne pouvait pas empêcher la pluie de tomber, ou la faire tomber. Il ne pouvait pas forcer Mustapha à laisser l'arrière sans défense. Il ne pouvait qu'exploiter les conditions qu'il trouvait. Et il l'a fait, brillamment. Mais la brillance et la chance ne sont pas opposées. Elles sont partenaires. Les plus grands commandants de l'histoire, Alexandre, César, Napoléon, ont tous eu des moments où la météo a joué en leur faveur, où l'ennemi a commis l'erreur critique, où le timing s'est aligné. Cela ne diminue pas leur génie. Cela le contextualise. Sobieski était un grand commandant. Et il a eu de la chance. Les deux choses sont vraies. Mais il y a une troisième contrefactualité, celle qui s'est presque produite. Et celle-ci vient de sources ottomanes. Le Siladar Tarihi de Siladar Findiklili. Mehmed Aga inclut un détail que les histoires occidentales manquent à moins souvent. Le matin du 12 septembre, Kara Mustapha a convoqué ses commandants supérieurs. Un conseil de guerre. L'Aga des janissaires, commandant de l'infanterie d'élite, a plaidé pour un retrait du siège, consolider les forces, affronter l'armée de secours en bataille rangée avant qu'elle ne descende du Kahlenberg. Les commandants Sipaïs étaient d'accord, ils connaissaient que le terrain, ils connaissaient armer la cavalerie, ils savaient ce qui allait arriver. Et Mustapha les a ignorés. Pourquoi ? Parce qu'ils croyaient sincèrement, que Vienne tomberait ce jour-là. Les mines étaient prêtes. L'assaut final était préparé. Une dernière poussée. Il a dit à ses commandants « Nous prenons la ville avant midi. Puis nous nous retournerons et écraserons la force de secours depuis une position de force. » Il n'était pas imprudent. Il suivait une stratégie logique. Terminer l'objectif, puis combattre avec avantage. Sauf que l'objectif n'a pas été terminé. L'assaut final sur Vienne, prévu pour l'aube du 12 septembre, a été retardé. Pourquoi ? Parce que les janissaires étaient épuisés. 60 jours de guerre de siège, bombardements constants, minage, contre-minage, ils avaient besoin de repos. L'assaut a été repoussé à midi, puis à l'après-midi. Et l'après-midi, la Sainte Ligue descendait la pente. Trop tard pour se retirer, trop tard pour se repositionner. La stratégie de Mustapha s'est effondrée parce que ses troupes étaient trop fatiguées pour l'exécuter. La fatigue, c'est le facteur invisible. Celui qui n'apparaît pas dans les peintures ou les récits dramatiques. Au 12 septembre, l'armée ottomane était sur le terrain depuis 4 mois. Marche vers Vienne, siège de 60 jours, combat constant. Logistique tendue à l'extrême. Maladie se propageant dans le camp, morale érodée. Et les janissaires, le noyau d'élite, étaient épuisés. Une analyse de 2023 de l'efficacité militaire ottomane par le docteur Gabor Agoston de l'université de Georgetown a révélé que les unités de janissaires fonctionnaient généralement à leur efficacité maximale pendant 60 à 90 jours de campagne continue. Après cela, les performances se dégradaient, pas un effondrement, une dégradation. Ralentissement des temps de réaction, diminution de la discipline, susceptibilité accrue à la panique. Au 12 septembre, les janissaires étaient au 120e jour, 20% au-delà de leur fenêtre d'efficacité. Ils étaient toujours dangereux, toujours compétents. Mais ils n'étaient pas la force imparable qui a pris Constantinople en 1453. Ils étaient fatigués. Et les soldats bien fatigués cédent plus vite. Voici donc la synthèse. La charge à Vienne a réussi en raison de 5 facteurs. 1. L'échec de Mustapha a achevé les défenses arrière en raison de pénurie de bois. 2. La marche plus rapide que prévu de Sobieski, gagnant un jour critique. 3. Le temps sec, fournissant un sol ferme pour la charge. 4. La fatigue des troupes ottomanes après 120 jours de campagne continue. 5. La décision de Mustapha de prioriser le siège plutôt que de repositionner son armée. Supprimer l'un de ces facteurs et la bataille change. Peut-être que la Sainte Ligue gagne toujours, mais pas en 1 heure, pas avec une seule charge, pas avec l'impact psychologique qui a mis fin à l'expansion ottomane en Europe. La charge était une tactique brillante rencontrant des conditions parfaites. Et des conditions parfaites sont, par définition, rares. C'est pourquoi Vienne est importante. Pas parce que c'était inévitable, parce que ça ne l'était pas, parce que cela aurait pu tourner autrement, et a failli le faire. Parlons maintenant de ce qui s'est passé après la charge. Parce que la bataille s'est terminée à 6 heures du soir. Mais les conséquences ne faisaient que commencer. À commencer par le plus grand échec de renseignement de l'histoire ottomane. Et une fosse commune que les archéologues modernes excavent encore. 6 heures du soir, 12 septembre 1683. Le camp ottoman est en pleine déroute. Mais l'histoire ne se termine pas avec la charge, parce que ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi la percée de la lance révèle quelque chose de plus étrange que la bataille elle-même.
Un échec de renseignement si catastrophique que les historiens ottomans essaient encore de l'expliquer. Et une découverte en 2024 suggère que l'effondrement psychologique a commencé avant que la première lance ne frappe. La tente du grand vizir, le quartier général de Kara Mustafa. Lorsque les hussards y sont arrivés, la tente était abandonnée. Pas à la hâte, méthodiquement. L'étendard sacré de la bataille du prophète Mahomet avait disparu. Les effets personnels de Mustafa étaient emballés. Sa caisse de guerre, contenant les fonds de campagne, avait disparu. Mais tout le reste est resté. Cartes sur la table, nourriture encore chaude, armes empilées. Comme si les occupants avaient simplement disparu. Le roi Jean III Sobieski est arrivé quelques minutes plus tard. Il a écrit à la reine Marysienka. Nous avons trouvé le camp ennemi comme figé dans le temps. Tentes dressées, feux allumés, mais aucun défenseur. C'était comme si Dieu les avait frappés de cécité, et qu'ils avaient fui sans savoir pourquoi. Cette dernière phrase a hanté les historiens pendant 3 siècles. Fui sans savoir pourquoi, parce que les preuves physiques ne correspondaient pas. Si les Ottomans avaient paniqué, on s'attendrait à un chaos. Provisions abandonnées, armes jetées, corps piétinés dans la précipitation. Mais le camp était ordonné, organisé, comme si la retraite avait été planifiée, sauf qu'elle ne l'était pas. Une enquête archéologique de 2024, dirigée par le docteur Claudia Thunvogt de l'Université de Vienne, a analysé la distribution spatiale des artefacts dans l'ancien camp ottoman, publié dans le Journal of Conflict Archaeology. Les résultats étaient bizarres. Forte concentration d'objets personnels, bottes, ceintures, ustensiles de cuisine, regroupés près des tentes de commandement, mais l'équipement militaire, piques, mousquets, cornes à poudre, était empilé de manière organisée. Le schéma suggère 2 comportements différents se produisant simultanément. Des soldats fuyant en panique, des officiers tentant de maintenir l'ordre, et tous 2 échouant. Mais la découverte la plus étrange provient de la fosse commune près de Schafberg. Excavée en 2024, 137 cavaliers sipahis ottomans. L'analyse médico-légale du docteur Fabian Kanz de l'Université de médecine de Vienne a révélé quelque chose d'inattendu. 73% des crânes présentèrent des blessures par coups de sabre descendant. Coups de sabre à cheval, cohérent avec la charge. Mais l'angle des blessures était incorrect. La plupart étaient frappés par derrière, pas de face. Ces hommes ne combattaient pas. Ils fuyaient. Et la position des corps vous en dit plus. Ils ont été enterrés dans une seule tranchée, creusée à la hâte. Pas de rites funéraires islamiques, pas d'orientation vers la Mecque. Juste une élimination en masse. Ce qui signifie que cette tombe n'a pas été creusée par les Ottomans. Elle a été creusée par la Sainte Ligue, après la bataille, pour nettoyer le terrain. Mais voici le détail qui change tout. Les échantillons de sol de la tombe contenaient du pollen de fleurs de fin d'été, spécifiquement la verge d'or d'Europe, fleurie en août et septembre. La concentration de pollen était élevée, ce qui signifie que les corps ont été laissés exposés pendant au moins 12 à 18 heures avant d'être enterrés. 13 septembre, le lendemain de la bataille. La Sainte Ligue a passé toute la journée à collecter les morts ottomans. Pas les leurs, les morts ottomans. Pourquoi ? Parce que le nombre de corps était écrasant. L'enquête du docteur Thunvogt a estimé entre 15 et 20 000 victimes ottomanes, tuées ou mortellement blessées. Mais la Sainte Ligue n'a perdu que 4 500 hommes. Le ratio est de 4 pour 1. Ce n'est pas une bataille, c'est un massacre. Et ça devient encore plus étrange. Les sources ottomanes décrivent la retraite comme une déroute. Siladar Findiklili Mehmed Aga a écrit « L'armée s'est dissoute comme du sel dans l'eau. Les hommes ont jeté leurs armes et ont fui. Les officiers ont abandonné leur poste. Les sipahis ont fui sans ordre. Les janissaires se sont retirés sans combattre. C'était comme si la vue des lances polonaises descendant la pente avait brisé quelque chose dans l'âme collective de l'armée. » Cette phrase « briser quelque chose dans l'âme collective », ce n'est pas une description tactique, c'est psychologique. Et cela suggère que l'effondrement n'était pas seulement lié à la perte de la bataille, il s'agissait de perdre la conviction que la victoire était possible. Maintenant, exécutez parfaitement cette adaptation, parce que les Ottomans gagnaient depuis 3 siècles. Chaque génération, plus loin en Europe. Rhodes, Belgrade, Buda, siège après siège, victoire après victoire. La machine militaire ottomane était considérée comme inarrêtable. Et puis, en 1 heure, elle s'est arrêtée. Pas à cause d'un nombre supérieur. Les Ottomans avaient 140 000 soldats. La Sainte Ligue en avait 81 000. Pas à cause de meilleures armes. L'artillerie ottomane surpassait la Sainte Ligue 300 à 152. Pas à cause du terrain. Les Ottomans contrôlaient les basses terres, avantage défensif. Mais ils ont perdu, de manière décisive.
et l'impact psychologique de cette perte a résonné dans tout l'Empire pendant des décennies. Le 25 décembre 1683, Belgrade, Kara Mustafa Pacha est exécuté. Mais l'exécution n'est pas seulement une punition, c'est un message. Le sultan Mehmed IV ne peut pas laisser la défaite de Vienne sans conséquence. L'accusation est incompétence. Perdre le siège, perdre l'armée, perdre l'étendard sacré. Mais la vraie accusation, non dite, est la perte de l'aura d'invincibilité. Car après Vienne, l'Empire ottoman ne menace plus jamais sérieusement l'Europe centrale. La Grande Guerre turque se poursuit jusqu'en 1699, traité de Karlowitz. Les Ottomans perdent la Hongrie, la Transylvanie, la Podolie, des parties des Balkans. Pas tout d'un coup, mais progressivement, incrémentalement. L'Empire ne s'effondre pas, mais il arrête de grandir. Et le déclin, lent au début, puis accéléré, commence ici, sur une pente à l'extérieur de Vienne, avec 18 000 chevaux et une formation en coin qui a duré 1 heure. Alors pourquoi l'effondrement psychologique s'est-il produit ? Une étude de 2023 par le docteur Gabor Agoston de l'université de Georgetown a analysé l'efficacité militaire ottomane sur plusieurs campagnes. Les résultats suggèrent un schéma. Les armées ottomanes fonctionnaient avec un moral maximal pendant 60 à 90 jours de campagne continue. Après cela, les performances se dégradaient. Pas un effondrement, une dégradation, des temps de réaction plus lents, une discipline réduite, une plus grande susceptibilité à la panique. Au 12e septembre, l'armée ottomane à Vienne était sur le terrain depuis 120 jours, 20% au-delà de leur fenêtre d'efficacité. Ils étaient fatigués, épuisés, et quand la charge a frappé, ils ont cédé. Pas parce qu'ils étaient des lâches, parce qu'ils étaient épuisés. Et les soldats épuisés ne se battent pas jusqu'à la mort. Ils fuient. Mais il y a un deuxième facteur, l'échec du renseignement. Kara Mustafa savait qu'une armée de secours arrivait. Il avait des éclaireurs, il avait des réseaux de renseignement, mais il ne savait pas à quelle vitesse il se déplaçait. Les estimations ottomanes placèrent l'arrivée de la Sainte Ligue au 15e septembre. 3 jours de retard. Cette mauvaise estimation a tout coûté. Car si Mustafa avait su que Sobieski arriverait le 12e septembre, il aurait pu se repositionner, se retirer du siège, former une ligne défensive, peut-être même achever ses défenses arrière, mais il ne le savait pas. Et au moment où il a réalisé son erreur, il était trop tard. La Sainte Ligue était sur les hauteurs, surplombant le camp, et la charge arrivait. L'échec du renseignement n'était pas seulement une question de mauvaises informations, c'était une question de trop de confiance. Mustafa croyait que le terrain ralentirait l'armée polonaise. Ce ne fut pas le cas. Il croyait que Vienne tomberait avant l'arrivée des secours. Ce ne fut pas le cas. Il croyait que sa supériorité numérique compenserait le désavantage tactique. Ce ne fut pas le cas. Chaque hypothèse était fausse. Et le poids cumulé de ces erreurs a écrasé l'armée ottomane en 1 heure. Parlons maintenant de ce que Vienne signifiait pour l'Europe. Car la bataille n'a pas seulement arrêté l'expansion ottomane, elle l'a inversée. Et ce renversement a remodelé le continent pendant les 2 siècles suivants, en commençant par les conséquences immédiates, et le plus grand transfert de technologie militaire du XVIIe siècle. Les conséquences immédiates n'étaient pas seulement militaires, elles étaient culturelles, économiques, technologiques. Car lorsque la Sainte Ligue a envahi le camp ottoman, elle n'a pas seulement capturé de l'artillerie et des chevaux, elle a tout capturé. 300 ans de culture matérielle ottomane, exposés dans des tentes, prêts à être inventoriés. Et ce qu'ils ont trouvé a changé l'Europe, en commençant par quelque chose que vous buvez tous les matins, le café. Le 13e septembre 1683, le lendemain de la bataille, les troupes de Sobieski pillent le camp, procédure standard après une déroute, armes, armures, objets de valeur. Mais ils trouvent aussi 500 sacs de drôles de grains verts. Personne ne sait ce que c'est. Les grains sentent le brûlé. Amer. Les soldats supposent que c'est de la nourriture pour animaux. De la nourriture pour chameaux. Ils sont sur le point de les jeter, jusqu'à ce qu'un officier polonais, Jerzy Franciszek Kulczycki, les reconnaisse. Il avait été prisonnier des Ottomans des années auparavant, appris le turc, bu leur café, il sait ce que valent ces grains. Il réclame les sacs comme sa part personnelle du butin, 500 sacs, environ 200 kg. Et il ouvre le premier café de Vienne, la bouteille bleue, 1684, 1 an après la bataille. Mais Kulczycki ne sert pas le café à la manière ottomane, trop amer pour les goûts européens. Il ajoute du lait, du miel, crée le style viennois, filtré, sucré, servi dans des tasses en porcelaine au lieu de petits récipients turcs. La boisson se répand. Dès 1690, Vienne compte 10 cafés. Dès 1750, le café devient la boisson des Lumières. Les philosophes se rencontrent dans les cafés.
les scientifiques, les écrivains. La culture intellectuelle de l'Europe du XVIIIe siècle, les salons, les débats, les pamphlets, se déroulent dans des espaces qui n'existaient pas avant Vienne. Un article de 2022 du docteur Markus Petz de l'Université de Vienne a retracé la diffusion de la culture des cafés à travers l'Europe, publié dans le Journal of Social History. La conclusion. Le réseau de cafés qui a permis le discours des Lumières était une conséquence directe de la bataille de Vienne, car ces 500 sacs de grains étaient le capital de départ, littéralement. Mais le café n'a pas été le seul transfert. Les Ottomans ont laissé derrière eux tout leur train d'artillerie de siège, 300 canons, allant de petites pièces de campagne à d'énormes mortiers de siège. La Sainte Ligue les capture tous, et elle les étudie, car l'artillerie ottomane en 1683 est parmi les meilleures au monde. Technique de coulée du bronze affinée sur 2 siècles. Calibre standardisé. Chariot modulaire. Les Ottomans avaient industrialisé la production d'artillerie. Les Européens ne l'avaient pas fait. Pas encore. Une analyse métallurgique de 2023 par le docteur Gabor Agoston de l'université de Georgetown a examiné des canons ottomans survivants du siège de Vienne, aujourd'hui conservés au musée de l'Arsenal de Vienne. L'alliage de bronze est composé de 90% de cuivre, 10% d'étain. Ratio optimal pour la résistance et la coulée. Les parois des canons ont une épaisseur uniforme, pas de points faibles. Les amorces sont percées avec précision. Ce ne sont pas des pièces artisanales, elles sont fabriquées. Production en chaîne, avant la révolution industrielle. La Sainte Ligue fait de l'ingénierie inverse de tout. En 5 ans, les fonderies autrichiennes produisent des canons en utilisant des techniques ottomanes. Dès 1700, l'artillerie européenne égale la qualité ottomane. Dès 1720, elle la dépasse. Car les Européens ajoutent une innovation que les Ottomans n'avaient pas. Des pièces interchangeables, munitions standardisées. Un équipage de canons autrichiens en 1720 peut entretenir n'importe quel canon autrichien. Les équipages ottomans, en 1720, ont encore besoin de munitions sur mesure pour chaque canon individuel. Le transfert de technologie depuis Vienne a accéléré le développement militaire européen de plusieurs décennies. Et cela a fait pencher la balance. La Grande Guerre turque, 1683 à 1699, est la première offensive européenne soutenue contre les Ottomans en un siècle. Et l'artillerie européenne y joue un rôle majeur. Ils utilisent des techniques ottomanes contre des armées ottomanes. Mais le plus grand transfert n'était pas technologique, c'était le renseignement. Car quand Kara Mustafa s'est enfui, il a laissé ses cartes, sa correspondance, ses registres logistiques, tout. La Sainte Ligue capture les archives de campagne ottomanes, et elle les lit. Une étude de 2024 par le Dr Lothar Hubelt de l'Université de Vienne a analysé les documents capturés, aujourd'hui conservés aux archives d'État autrichiennes. Les registres révèlent la planification militaire ottomane avec un détail sans précédent. Effectifs des troupes, routes d'approvisionnement, plans de fortification, objectifs stratégiques. C'est une aubaine complète pour le renseignement, et les Européens l'utilisent. Le traité de Karlowitz, en 1699, ne se produit pas seulement parce que la Sainte Ligue gagne des batailles. Il se produit parce qu'ils savent exactement où les Ottomans sont faibles, quelles forteresses sont sous-effectives, quelles lignes d'approvisionnement sont vulnérables. Les documents capturés à Vienne donnent à la Sainte Ligue un avantage stratégique de 16 ans. Et voici la conséquence qui ne figure pas dans les livres d'histoire. L'Empire ottoman ne retrouve jamais sa sécurité en matière de renseignement. Car après Vienne, ils savent que leurs archives ont été capturées. Ils savent que les Européens ont tout lu. Et ils ne peuvent plus faire confiance à leur propre registre. Un article de 2023 du docteur Rhodes Murphy de l'Université de Columbia a révélé que la correspondance militaire ottomane après 1683 devient délibérément vague, codée, fragmentée. Les commandants cessent d'écrire des rapports détaillés parce qu'ils supposent que les rapports seront capturés. Et cela crée un nouveau problème. Le haut commandement ottoman ne peut pas coordonner efficacement, parce qu'il n'a pas d'informations précises sur le terrain. L'échec du renseignement à Vienne s'aggrave, il devient systémique. Et cela dure des décennies, mais l'impact psychologique est plus profond que la logistique ou la technologie. Car Vienne était censée être l'apogée, la poussée finale, 3 siècles d'expansion. Constantinople, Belgrade, Buda. Chaque génération plus loin en Europe. Et puis ça s'arrête, pas progressivement, instantanément, en 1 heure, sur une pente, et le choc de ce renversement change la façon dont l'Europe voit les Ottomans. Avant Vienne, l'Empire ottoman est la menace existentielle, la force inarrêtable. Après Vienne, ce n'est qu'un autre empire, puissant, dangereux, mais pas invincible, pas inarrêtable. Le changement psychologique est immédiat.
Une analyse de 2024 de la correspondance diplomatique européenne par le docteur Brendan Sims de l'université de Cambridge a révélé qu'après 1683, les puissances européennes cessent de faire référence aux Ottomans comme à une menace apocalyptique. Le langage change, de la peur existentielle au calcul stratégique. Les Ottomans deviennent une variable dans l'équilibre des pouvoirs, pas la variable. Et ce changement a des conséquences, car une fois que les Ottomans ne sont plus qu'une puissance parmi d'autres, on peut négocier avec eux, échanger avec eux, les monter les uns contre les autres. Le traité de Karlowitz en 1699 n'est pas seulement un règlement militaire, c'est la première fois que les Ottomans signent un traité en tant qu'égaux, pas en tant que conquérants dictant les termes, en tant qu'une puissance parmi d'autres. Le traité établit des frontières, des protocoles diplomatiques, une reconnaissance mutuelle. C'est le début de l'intégration de l'Empire ottoman dans le système étatique européen. Et cette intégration est le début du déclin. Car une fois que vous faites partie du système, vous êtes soumis à ces règles. Et les règles sont écrites par les gagnants, qui, après Vienne, ne sont pas les Ottomans. Voici donc la synthèse. La charge à Vienne a duré 1 heure. Mais les conséquences ont duré des siècles. Café, artillerie, renseignements, psychologie, diplomatie, tout cela découle du 12e septembre 1683, de 18 000 chevaux descendant une pente, d'une erreur ottomane et de 5 conditions parfaites qui s'alignent. La bataille n'a pas seulement arrêté l'expansion ottomane, elle a inversé la trajectoire de 2 civilisations. Et ce renversement a commencé avec 500 sacs de grains de café et 300 canons capturés. Car les guerres ne se gagnent pas seulement sur les champs de bataille, elles se gagnent dans l'après-coup, dans ce que vous faites de la victoire. Et la Sainte Ligue, intentionnellement ou non, a transformé un succès tactique en une révolution stratégique, une qui a remodelé l'Europe, et a mis fin à la menace ottomane. Pas avec un traité, pas avec un lent déclin, mais avec une seule charge brutale d'1 heure qui a brisé la volonté d'un empire et transféré ses connaissances à ses ennemis. C'est Vienne, pas seulement une bataille, une charnière. Et la porte qu'elle a ouverte ne s'est jamais refermée. Mais il existe un autre artefact viennois qui n'a refait surface que 341 ans après la bataille. Le 24 septembre, la caisse de guerre ottomane, le trésor de campagne de Kara Mustafa. Lorsque le grand vizir s'est enfui le 12 septembre 1683, il a emporté l'étendard sacré de la bataille. Il a emporté ses effets personnels. Mais il a laissé l'argent, 400 000 ducats d'or, environ 2 tonnes d'or. La Sainte Ligue l'a trouvé dans la tente de commandement, l'a distribué aux troupes, le butin de guerre normal. Et pendant 3 siècles, les historiens ont supposé que c'était la fin de l'histoire. Jusqu'en 2024, lorsqu'une équipe de construction dans le 3e district de Vienne, Landstrasse, a excavé les fondations d'un nouvel immeuble d'habitation, 6 mètres de profondeur. Ils ont trouvé une jarre en céramique. À l'intérieur, 273 pièces d'or ottomanes, monnayées en 1682, 1 an avant le siège. Une cachette, enfouie délibérément. Par qui ? La théorie actuelle du docteur Claudia Thunvogt de l'université de Vienne, un soldat polonais ou allemand qui a pillé le camp, a enterré sa part et n'est jamais revenu la réclamer, tué dans une bataille ultérieure, ou a simplement oublié l'endroit. Mais voici le détail qui change le contexte. L'analyse chimique des pièces, publiée en novembre 2024 dans le Journal of Archaeological Science, a trouvé des traces de résidus de poudre à canon. Pas de manipulation, de proximité. Ces pièces étaient stockées près de munitions, dans un contexte militaire, ce qui signifie qu'il ne s'agissait pas seulement de fonds du trésor, c'était de la monnaie opérationnelle, paiement des troupes, des fournisseurs, pour le siège lui-même. La machine de guerre ottomane fonctionnait à l'or, et quand la machine s'est brisée, l'or est resté derrière, enfoui dans le sol viennois. En attendant, c'est ce que Vienne a laissé derrière elle. Pas seulement un champ de bataille, pas seulement un tournant, mais une trace matérielle de la façon dont les empires fonctionnent, et de la façon dont ils échouent. Parce que les Ottomans n'ont pas perdu à Vienne parce qu'ils étaient plus faibles, ils ont perdu parce qu'ils ont mal calculé une décision, prioriser le siège sur les défenses arrière, une hypothèse, l'armée de secours n'arrivera pas à temps, une pénurie de ressources, pas assez de bois pour les mines de siège et les tranchées de circonvallation, et ces 3 facteurs se sont accumulés, ont créé une vulnérabilité, que 18 000 cavaliers ont exploité en 1 heure. La charge à Vienne n'était pas inévitable, elle était contingente, à la météo, au timing, au choix de Mustapha, à la vitesse de Sobieski, à la pente du Kahlenberg étant juste assez raide mais pas trop, retirer une seule variable et la bataille change. Peut-être que la Sainte Ligue gagne toujours, mais pas en 1 heure, pas avec une seule charge, pas avec l'impact psychologique qui a mis fin à 3 siècles d'expansion ottomane.
L'Empire ne s'est pas effondré parce qu'il était destiné à le faire. Il a cessé de s'étendre parce qu'un commandant a pris 3 mauvaises décisions. Il a payé de sa vie et de l'avenir de son empire. Vous souvenez-vous de cette charge à 5 heures du soir ? 18 000 chevaux descendant les hauteurs du Kahlenberg en formation de coin ? À l'époque, cela semblait être un pari désespéré, une tentative de dernière chance pour briser un siège qui durait déjà 60 jours. Mais maintenant, après avoir parcouru le siège, les mines, les contre-mines, les négociations de traités, le financement papal, la marche forcée, les échecs de renseignement, les tranchées inachevées, la métallurgie, la composition du sol, la météo. Après avoir vu comment chaque variable a dû s'aligner, ce n'est pas un pari, c'est une convergence. 5 conditions parfaites rencontrant une erreur catastrophique. Et la convergence a duré 1 heure. 1 heure qui a inversé 3 siècles d'histoire. Parce que la charge n'a pas seulement brisé la ligne ottomane, elle a brisé le récit. L'histoire que les Ottomans se racontaient et à l'Europe, pendant 300 ans, qu'ils étaient inarrêtables, que chaque génération avancerait plus loin vers l'ouest, que Vienne était la prochaine conquête inévitable, 1 heure, une pente, un coin. Et l'histoire s'est terminée, pas avec un traité, pas avec un lent déclin, mais avec 18 000 chevaux et le son d'ailes bruissantes descendant dans l'air sec de septembre. En ce moment même, des archéologues continuent d'excavationner des sites autour de Vienne. La fosse commune près de Schafberg, les tranchées ottomanes inachevées sur le versant et du Kahlenberg, les restes des mines de siège sous le bastion du bourg. Chaque excavation révèle plus d'artefacts, plus de pièces, plus d'armes, plus d'os. Et chaque artefact ajoute des détails au 12 septembre 1683. Mais les détails ne changent pas le résultat. Ils le contextualisent, montrent à quel point il aurait pu en être autrement, combien de variables ont dû s'aligner, combien dépendait de décisions prises des semaines plus tôt, des régimes météorologiques, de la vitesse d'une armée polonaise parcourant 23 km par jour pendant 15 jours d'affilée, de 500 sacs de grains de café qui allaient remodeler la culture intellectuelle européenne, de 300 canons ottomans capturés qui seraient étudiés et retournés contre leurs fabricants. La bataille continue de se révéler, 341 ans plus tard, parce que les conséquences se déroulent encore, dans les archives des musées, dans les échantillons de sol, dans les scans LIDAR, dans les analyses métallurgiques, dans les frontières de l'Europe moderne, qui ont été tracées, en partie, par ce qui s'est passé sur cette pente. Dans cette heure, avec ce coin, la charge à Vienne a duré 60 minutes. L'Empire ottoman a duré encore 236 ans, mais il n'a plus jamais menacé l'Europe centrale, plus jamais étendu vers l'ouest. Le point culminant a été le 11 septembre 1683. La veille de la charge, tout ce qui a suivi a été une retraite. Lente, puis plus rapide, puis un effondrement. Pas à cause d'une seule bataille, mais parce qu'une seule bataille a brisé la croyance que l'expansion était inévitable. Et une fois que cette croyance est brisée, l'empire qui en dépendait commence à se fracturer. La charge n'a pas détruit l'Empire ottoman, elle a arrêté l'histoire que l'Empire se racontait. Et un empire qui cesse de s'étendre commence à mourir, même si cela prend 2 siècles